Enfant. Enfant est un mot emprunté du latin infans, qui signifie celui qui ne parle pas. On dit que la vérité sort de leur bouche, mais on ne prend pas au sérieux ce qu'ils racontent. Aujourd'hui, devenue adulte, j'ai soudainement gagné le droit de faire parler l'enfant que j'étais, d'être entendue. Bonjour, je m'appelle Alissa, je suis née en Russie il y a 30 ans et mon histoire a trop longtemps été censurée. J'ai 5 ans. J'immigre en France avec ma mère. Dans les années qui suivent, je déménage dans 4 villes différentes. Je suis scolarisée dans 3 collèges. À chaque fois, je n'ai pas envie de déménager, de quitter pour toujours mes copains d'école et tout un monde que j'ai construit et que je dois constamment reconstruire. Mon entourage amical, médical, scolaire. Je laisse aussi derrière moi plusieurs beaux-pères dont je n'ai jamais su dire, après coup, s'ils étaient des parents autant ou plus dysfonctionnels que ma mère. J'ai 8 ans. J'ai une enfance normale, enfin, c'est ce que je crois. Mais je commence à me poser des questions quand je suis invitée chez les parents de ma voisine Amandine. Je me dis, c'est bizarre, quelque chose cloche. Les parents parlent avec leurs enfants, considèrent leur avis, et surtout, c'est calme. Pas de cris, pas de menaces, pas de coups. Waouh, un monde parallèle. Je commence tout juste à réaliser que les adultes qui m'entourent abusent de leur autorité sur moi bien au-delà de ce qui est nécessaire pour me protéger et m'éduquer. Aujourd'hui, on parle encore d'autorité parentale avant de parler de responsabilité parentale. Vous trouvez ça normal, vous ? Mon expérience n'a rien d'extraordinaire. En France, un adulte sur 4 estime avoir été victime de maltraitance grave dans son enfance. Derrière ces statistiques se cache une réalité brutale. Chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Ce chiffre noir mérite qu'on s'arrête, qu'on écoute, qu'on comprenne. J'ai 12 ans. J'apprends que j'ai un père, qu'il est resté en Russie et qu'il n'a cessé de me chercher. En fait, il n'a jamais su où j'étais. Il n'avait pas donné son accord pour que je quitte le territoire russe. Ma mère a falsifié sa signature, obligatoire pour tout passage de frontière d'un mineur. Juridiquement, ça s'appelle un enlèvement d'enfant. Là, je m'interroge. Comment ma mère a-t-elle pu prendre seule une décision aussi importante pour moi ? Est-elle bien légitime à assurer ma sécurité ? J'ai 14 ans. Ma tolérance à la violence et à l'injustice devient de plus en plus faible. Je deviens dure à la maison, je ne communique plus, je rends les coups. Je passe ma vie à l'infirmerie scolaire quand je ne sèche pas les cours pour aller fumer des joints. De première de la classe, je deviens la dernière. Pour m'éloigner des conflits, je rentre à la maison de manière épisodique. Le reste du temps, je dors chez des amis, parfois dans des halls d'immeubles ou sous des ponts. J'ai 16 ans. Ma mère me dit « Allez, viens, on va à la boulangerie ». Je me dis « Chouette, j'adore les tartes aux fraises ». Eh bien, vous savez quoi ? Je n'ai jamais vu ce dessert, parce qu'en réalité, c'était un mensonge. Au lieu de la boulangerie, elle me dépose dans mon premier foyer. Ma mère est responsable, mais c'est moi qui suis placée. Si le problème vient du comportement des parents, pourquoi c'est à l'enfant de quitter sa maison ? Dans les situations de violence conjugale, c'est l'auteur des violences qui est expulsé, pas la victime. Mais les enfants, eux, n'ont pas ce droit. C'est normal, ça ? Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. En même temps, comprendre le fonctionnement de la protection de l'enfance n'est pas un jeu d'enfant. Je vais le résumer. La protection de l'enfance est une politique publique, encadrée par la loi et gérée par les départements. Elle concerne aujourd'hui environ 400 000 enfants en France, soit à peu près la population de Nantes. Sa mission est notamment d'accompagner tous les parents, de les aider à prendre soin de leurs enfants de manière préventive. Elle reçoit aussi des signalements qui émanent de professionnels, comme par exemple des enseignants, des médecins, des travailleurs sociaux, mais aussi des citoyens comme vous et moi quand ils sont inquiets pour la situation d'un enfant. Elle travaille alors avec la justice. Une enquête est ouverte pour évaluer la situation de l'enfant. Si l'enfant va bien, l'enquête est classée sans suite. S'il est en risque de danger,
un accompagnement peut être mis en place pour aider la famille à domicile. Si le danger est avéré, l'enfant est éloigné de sa famille pour sa sécurité et placé en famille d'accueil, en foyer ou en lieu de vie, au plus tard jusqu'à ses 21 ans. L'objectif de la protection de l'enfance, c'est donc d'assurer la protection et le bon développement des enfants en danger ou en risque de l'être. Ce danger est évalué en fonction de la capacité des adultes responsables de l'enfant à répondre à ses besoins fondamentaux. 1. Veiller à ce qu'il soit en bonne santé, entouré et intégré. 2. S'assurer qu'il vit dans un environnement sécurisant. 3. Permettre son accès aux apprentissages et à l'éducation. Bref, lui donner toutes les chances de devenir un adulte épanoui. Dans le foyer où je me retrouve placée, une psychologue pose un mot, le déracinement. Voilà, tu as connu trop de déménagements, ta mère a suivi trop d'amants, tu te déracines et tu te rempotes à chaque fois, pas le temps de grandir, tu ne sais plus très bien d'où tu viens et ça perturbe la construction de tes liens sociaux et de ton identité. D'accord ? Mais quel sens ça a qu'une psychologue d'institution m'explique mon besoin de stabilité quand, une semaine plus tard, cette même institution me demande de partir ? Et aujourd'hui, 14 ans après, je me pose toujours cette même question. On me parle de stabilité, mais dans l'institution, c'est la rupture qui est la norme. Les enfants placés changent en moyenne 5 fois de lieu de placement. Ils doivent constamment reconstruire leur entourage amical, médical, scolaire. La victime, c'est toujours la même. C'est l'enfant qui grandit et qui risque de se retrouver en situation d'exclusion à l'âge adulte, car c'est prouvé. Les études montrent que toutes les personnes exclues de la société ont connu des ruptures de parcours. Comment l'institution justifie-t-elle ces ruptures alors qu'elle est garante de la stabilité des enfants ? Il y a plein de raisons. Une fugue, le départ à la retraite de la famille d'accueil, une mésentente avec l'éducateur. Et moi, on vient de me demander de partir. En une seconde, je me retrouve sans toit, sans rien. On me cherche bien un nouveau foyer, mais il n'y a pas de place. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation de placement non exécuté. Ça veut dire que le juge des enfants a ordonné au département de te mettre à l'abri du danger, mais que le département n'a plus de place. Tu es donc sur liste d'attente. Pour moi, ça signifie qu'à 16 ans, je suis SDF. SDF. Pour m'échapper de ma condition, je prends toutes les drogues qui passent. J'ai un entourage un peu douteux, notamment un petit copain qui a plus de red flags qu'un défilé du 1er mai en URSS. Le gars est pas juste toxique, il est Tchernobyl. Ma vie, c'est d'être la punk à chien du Super U que les camarades de rue veulent prostituer et qui ne sait pas quoi répondre. L'enfant que je suis a eu de la chance d'avoir pu refuser. C'est pas le cas de tout le monde. En France, ces 5 dernières années, l'exploitation sexuelle des mineurs a augmenté de 68%. 10 000 enfants en sont victimes, dont 8 000 vivent dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, 3 350 enfants de tout âge, identifiés comme étant en situation de danger, attendent de quelques semaines à quelques années avant de pouvoir être secourus. Et le pire, c'est que ce chiffre ne cesse d'augmenter. L'ampleur du problème est telle que 77% des juges des enfants admettent avoir déjà renoncé à placer un enfant parce qu'ils savaient que leur décision ne serait pas suivie d'effet, faute de place. Récemment, ma petite voisine Amandine me retrouve sur Instagram. Je lui explique que j'ai été placée. Elle me répond « Je ne suis pas si surprise parce que je me souviens, par exemple, d'un matin, on était venu te chercher avec ma mère pour t'emmener à l'école primaire. Comme tu n'arrivais pas, on s'est approché de la porte. Et là, on a entendu ta mère hurler qu'elle allait te tuer. Quand tu nous as rejoints, tu nous as dit qu'elle avait essayé de t'étouffer sous un oreiller. Mais un truc comme ça, aujourd'hui, je me dis qu'on aurait dû faire un signalement. » Des adultes ont donc été témoins, mais n'ont pas agi. Ni la mère d'Amandine, ni l'école, ni les amis de ma mère. Pourquoi ? Peut-être par manque d'information.
Le 119 est un numéro gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour signaler tout danger ou risque de danger envers un enfant. Peut-être par peur de représailles, alors que le signalement peut être anonyme. Peut-être parce qu'il n'était pas sûr que la situation le justifiait. Mais ce n'est pas aux citoyens, mais aux professionnels de l'aide sociale à l'enfance de charger de l'évaluation. Et tant mieux si ça n'était rien de grave. Peut-être parce qu'il ne voulait pas nuire à la famille. La plupart des signalements conduisent à une aide à domicile. Seules les situations les plus critiques conduisent l'enfant à un placement. Même sans intention, la violence ou la négligence doit être signalée pour protéger l'enfant. Ne rien faire, c'est un refus d'assistance à personne en danger. À quel enfant vous pensez, là, tout de suite? Quand cet enfant vous vient à l'esprit, comment ne pas voir l'urgence de la situation? Car plus on tarde à signaler, plus les violences se prolongent, plus les séquelles deviennent graves et durables. Imaginez votre main posée sur le feu. Au début, ça chauffe à peine, mais plus vous attendez, plus ça devient insupportable. Si on attend trop longtemps avant de vous secourir, c'est la vie elle-même qui est en jeu. Les enfants victimes de maltraitance vivent constamment dans la peur. Une peur qui génère un stress chronique et affecte profondément leur santé physique, psychologique et sexuelle. En grandissant, ils développent 2 fois plus de maladies cardiovasculaires, de cancers, 3 fois plus de maladies respiratoires, de diabète, 11 fois plus de démence et 37 fois plus de tentatives de suicide que le reste de la population. S'ils ne sont pas repérés et pris en charge à temps, ils risquent de perdre 20 ans d'espérance de vie. 20 ans. Moi, vous, nous avons tous le pouvoir d'agir pour empêcher ce drame. Après quelques mois sur liste d'attente, on finit par me mettre à l'abri. Enfin, à l'abri, car la vie en foyer n'est pas toute rose. Moi, ce qui m'a le plus affectée, c'est l'immense sentiment de solitude. Personne sur qui compter, personne pour qui compter. Faut dire que les foyers ont quand même réussi à inventer le concept des fêtes tristes. Anniversaire, sans amis. Fête de Noël, sans famille. Mais on y fait aussi des rencontres qui sauvent la vie. Malgré les tempêtes, une main se tend. Elle a un nom, Brigitte, et elle est éducatrice spécialisée. Malgré ses 40 ans d'expérience, elle n'est pas fatiguée. Elle y croit toujours. Elle mise sur chaque môme qui croise son chemin et prend le temps de se mettre à hauteur d'enfant pour écouter ce qui n'est pas dit. Elle déjoue tous les pronostics, toutes les cases dans lesquelles on aimerait enfermer les enfants qu'elle accompagne. Elle trouve des réponses à des situations insolubles et des cartes de vœux improbables pour chaque occasion. Elle est transparente, persévérante et surtout, elle est fiable. J'ai 19 ans. Comme la plupart des jeunes majeurs de mon âge, mon accompagnement s'arrête alors que l'âge moyen des jeunes qui quittent le domicile de leurs parents est de 24 ans. On nous demande d'être autonomes plus vite alors qu'on cumule plus de difficultés et qu'on ne bénéficie pas du soutien de nos parents. L'absurdité de cette injustice se mesure. 40% des jeunes sans domicile fixe ont connu un parcours en protection de l'enfance. À ma sortie, je n'y échappe pas non plus et je me retrouve de nouveau à la rue. En 3 ans, j'ai connu 6 lieux de placement et autant de lycées. J'en garde les séquelles. Aujourd'hui encore, je déménage en moyenne 2 fois par an. J'ai 25 ans. 25 ans de colère. Je rencontre d'autres adultes qui ont été placés enfants. Notre histoire est la même. Elle se répète en boucle. Je décide de transformer ma colère en action. Je crée une association d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. La moitié de ces jeunes souffrent d'une santé psychique détériorée et notre partenaire principal, c'est les urgences psychiatriques. Parce que cette jeunesse ne grandit pas, elle encaisse. Ses rêves sont remplacés par des diagnostics. J'ai 30 ans.
Je me tiens devant vous. Je viens d'obtenir mon tout premier diplôme de cadre de proximité et je travaille comme déléguée générale dans l'association que j'ai fondée. Je regarde l'enfant que j'étais avec bienveillance et je lui dis « On s'en sort ». Aujourd'hui, je vais bien. Et ça, je le dois à toutes les Brigitte rencontrées sur mon parcours. Ce qui est génial, c'est que chaque citoyen peut être une Brigitte. Pour faire des enfants placés d'aujourd'hui les adultes épanouis de demain, vous pouvez donner l'alerte au 119. Vous pouvez vous engager bénévolement ou financièrement dans des associations comme Parrain par 1000, Repères ou Impact. Vous pouvez voter aux élections départementales, législatives et présidentielles. Vous pouvez aussi partager la vidéo de ce TEDx. Sans prise de conscience immédiate de notre responsabilité individuelle et collective, les enfants placés d'aujourd'hui risquent de devenir les adultes abîmés de demain. Ils se disent parfois être les enfants de personne, alors qu'ils sont, en réalité, les enfants de la République. Ils sont nos enfants, vos enfants. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez être la maman d'Amandine ou vous pouvez être une Brigitte. Vous pouvez laisser faire ou agir. Merci. Je suis très émue aujourd'hui parce que Brigitte est dans la salle et je voulais vous le partager et vous pouvez l'applaudir très fort.